Bienvenue pour la suite de ce Post-Chicago 2025 et on va maintenant parler de soins de support et de santé connectée avec le docteur Anda Sampétréan et le docteur Mario Di Palma. Je passe la main à Anda. Bonsoir à tout le monde. Alors, je vais vous dire quelques mots sur les soins palliatifs. Cette année, il n'y a eu rien de choquant dans les soins palliatifs. Par contre, ce qu'on voit déjà depuis plusieurs années, qui reviennent à l'ASCO et à l'ESMO, c'est le sujet de la communication avec les patients. Communication sur l'incurabilité, sur le pronostic, sur la gravité de la maladie. Et donc, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de deux présentations à ce sujet-là. Juste pour petit rappel, pourquoi c'est important de discuter avec nos patients sur de l'incurabilité, de la gravité, de pronostic, parce que ça ouvre la porte en fait à l'anticipation palliative et ça permet justement de limiter les traitements agressifs sur les derniers mois de vie et d'améliorer la qualité de vie de nos patients. Donc, pour commencer, j'ai choisi une première étude, une étude de dépistage de la compréhension des patients atteints par un cancer avancé concernant l'état de curabilité de leur maladie. C'était une étude qui a été réalisée chez MD Anderson. Ça inclut plus de 400 patients atteints d'un cancer avancé qui étaient suivis en clinique de soins palliatifs et soins de support. Et les patients, lors de leurs visites successives, recevaient un questionnaire avec une question. Selon vous, quelle est la probabilité que vous soyez guéri de votre cancer ? Les réponses étaient après mises en deux catégories. La catégorie des réponses réalistes, où l'estimation de la probabilité de guérison de leur cancer de la part des patients était de moins 25%. Et puis, il y avait le groupe d'estimation non réaliste, où le patient, enfin, le reste des cas où le patient présentait pensaient qu'il y avait une forte probabilité de guérison de leur cancer avancé. Ce que l'analyse a montré, c'était qu'un patient sur trois était au clair avec le caractère incurable de leur cancer et que pour le reste des patients qui pensaient qu'ils vont guérir de leur cancer, donc 2/3 des patients, il n'y avait pas d'amélioration significative de cette compréhension au fur et à mesure de leur visite dans le centre de soins palliatifs. Donc là, on voit qu'il y a un écart quand même dans la compréhension qui est assez perturbant. Ce qui nous fait penser qu'on a vraiment besoin d'améliorer la communication avec les patients autour de la gravité de la maladie. Et on a besoin des outils pour faire ça. On a besoin d'outils. L'oncologie, elle évolue tous les jours. On a de plus en plus d'options thérapeutiques à proposer à nos patients. On ne sait pas quand est-ce qu'on doit aborder toutes ces choses avec nos patients. Donc, il faut qu'on trouve des bonnes formules. Et ça m'emmène à la deuxième étude que je vais vous présenter. C'était une étude qui évaluait une stratégie pour stimuler ce type de conversation, des conversations autour de la gravité de la maladie avec les patients. Une étude qui avait comme objectif à tester l'effet de nudges comportementaux. Donc, ça veut dire des alertes, des stimuli comportementaux auprès des patients et auprès des cliniciens afin de favoriser l'engagement dans les discussions difficiles. Cette étude était randomisée en 4 bras. Il y avait plus de 1000 patients qui étaient inclus et il y avait le bras contrôle. Et puis, on avait 3 groupes. On avait un groupe d'alerte pour le patient où le patient recevait une lettre qui l'encourageait d'aborder ces sujets avec l'oncologue. Le bras où l'oncologue recevait un mail la veille de sa consultation avec un rappel de parler, d'aborder les discussions difficiles et faire de l'anticipation palliative auprès du patient. Et puis, il y avait le bras combiné où l'alerte partait vers l'oncologue et vers le patient.
Alors, comment était choisi le moment de l'alerte? En fait, c'était en fonction du type de cancer. L'oncologue choisissait, les oncologues avaient choisi en fait, dans la trajectoire de la maladie, des points critiques où le pronostic était considéré comme péjoratif. Donc là, automatiquement, dans leur système informatique, ces alertes partaient automatiquement. Et ce que l'étude a montré, l'analyse a montré, c'était que en fait, le fait d'envoyer des alertes combinées aux patients et à l'oncologue augmentait d'une façon significative l'engagement dans ces discussions sur la gravité de la maladie. Donc c'est un bon outil, c'est ce type d'alerte qu'on peut utiliser, c'est pas coûteux, c'est facile à intégrer dans la pratique clinique et surtout ça peut nous emmener vers une médecine qui est beaucoup plus centrée sur les valeurs du patient. Merci beaucoup, Anda. Peut-être juste une question. Donc, un tiers des patients réellement au clair avec leur situation. Est-ce que tu avais une différence géographique, régionale ou entre pays ? La différence, les facteurs qui étaient associés à une mauvaise compréhension, donc à l'idée de guérison, étaient la race asiatique et étaient les patients qui étaient en très bon état général parce que faut savoir que le PS moyen était de 1,2. Donc c'était des patients qui étaient peu symptomatiques, donc ça peut jouer aussi sur le niveau des compréhensions de la maladie. Merci beaucoup et on passe à Mario pour la deuxième partie. Alors la première que je voulais vous partager avec vous, c'est une étude pour essayer de limiter le problème des thrombopénies en cours de chimiothérapie. Donc c'est une étude qui utilise un produit qui s'appelle Romiplostim, qui est une molécule qui vient stimuler les récepteurs à la thrombopoïétine. Ouais, c'est une étude randomisée, bien faite, prospective, contre placebo. Des patients traités pour des tumeurs digestives parce qu'en fait, l'élément commun, c'était l'oxaliplatine. On sait que l'oxaliplatine est pourvoyeur de problèmes de thrombopénie. Le critère principal, c'était la capacité à maintenir en fait le programme thérapeutique tel que prévu. Et ça, c'est intéressant, c'est vraiment une étude pragmatique. Et qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'effectivement, ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on arrive de façon significative, vous voyez, l'écart est très, très net, à maintenir le programme thérapeutique qui était prévu, on arrive à maintenir la dose intensité. Et autre élément extrêmement important, il n'y a pas de toxicité, parce qu'on pourrait s'attendre éventuellement à un risque de thrombose chez ces patients, on n'en a pas eu. Et donc, ça fonctionne chez les gens qui reçoivent de l'oxaliplatine. Maintenant, il y a un essai qui est en cours avec d'autres types de cancers, d'autres types de chimiothérapie, et ça pourrait vraiment changer la donne, effectivement, puisqu'on aurait enfin un médicament pour adresser ce problème de la thrombopénie. Autre étude, alors ça j'aime beaucoup cette étude, c'est une étude pragmatique. Vous savez, c'est des études, les gens qui ont fait ça, ils ne vont pas avoir le prix Nobel, mais ça nous rend bien service au quotidien. La question qui est posée, c'est finalement les gens qui ont des pneumopathies liées à l'immunothérapie, et tu connais bien ce sujet-là, finalement, combien de temps il faut leur donner de la prednisone ? 3 semaines, 6 semaines, les recommandations disent que c'est entre 4 à 6 semaines, personne ne sait exactement. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont randomisé avec des schémas thérapeutiques qui sont là sur la droite. Critère principal, ces patients récupéraient une oxygénation sanguine satisfaisante. Et vous voyez que, très clairement, 6 semaines, c'est fait mieux que 3 semaines. Non seulement on va plus vite à contrôler la situation, mais on diminue le risque de rechute finalement des symptômes chez ces patients. Une étude pragmatique intéressante et utile au quotidien. On va parler aussi maintenant de santé connectée avec une première étude chinoise. Vous savez, le carcinome du nasopharynx là-bas est extrêmement répandu. C'est une étude de phase 2, là aussi randomisée, prospective, bien réalisée. Une centaine de patients, un peu plus de 100 patients dans les 2 bras. L'objectif principal, c'était pour ces patients qui sont à haut risque effectivement de toxicité, en particulier de perte de poids, c'était de voir si une intervention utilisant effectivement des outils numériques de suivi et une infirmière de coordination permettait de maintenir un poids satisfaisant pour les patients. Vous avez sur la droite le schéma de suivi. Vous voyez que c'est des patients qui étaient des patients avec des tumeurs avancées, des tumeurs importantes. Vous voyez ce qui a été mis en place avec des outils numériques pour suivre le poids, mais aussi une équipe d'infirmières qui récupère les informations et contactait le patient. Et
eh bien, ça confirme que chez ces patients-là aussi, chez nos collègues chinois aussi, le fait d'avoir un suivi coordonné avec infirmière de coordination, eh bien, c'est efficace. Et ce qui est intéressant, c'est que la perte de poids, elle est multifactorielle chez ces patients-là, évidemment. Il n'y a pas que l'anorexie. Et vous voyez que quand on améliore finalement le poids de ces patients, on améliore aussi les symptômes et on diminue le risque de recours aux urgences et on diminue le risque d'hospitalisation non programmée. Donc ça confirme, ce n'est pas d'innovation folle cette étude, mais c'est une confirmation finalement dans une population particulière, dans un pays particulier, que ce qu'on a mis en place en France maintenant avec le remboursement des outils numériques de suivi de la fonction de coordination fonctionne aussi chez d'autres patients dans d'autres pays. Enfin, pour terminer, je voulais vous présenter cette étude que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Pour peut-être vous en souvenez, mais l'année dernière, on avait eu cette étude qui avait été présentée. C'est une étude randomisée en cluster qui vise à voir l'intérêt d'utiliser des outils numériques de suivi qui permettent de récupérer des informations et de les mettre directement dans les dossiers des patients, et bien de voir si ça sert à quelque chose finalement en termes d'amélioration de la prise en charge des patients, moindre recours aux urgences, meilleure qualité de vie, etc. On ne va pas détailler le schéma thérapeutique, mais vous voyez que c'est près de 20 000 patients qui ont été inclus, randomisés. Et qu'est-ce que ça montre ? Et c'est tout le problème en fait, et c'est là où je voulais attirer votre attention, c'est que c'est le passage de la recherche clinique à la vraie vie. C'est comme pour les médicaments. En recherche clinique, ça marche super bien et on a une amélioration même de survie, comme l'avait démontré Ethan Bash il y a quelques années. Là, en fait, eh bien, on n'a pas d'amélioration globale finalement lorsque les patients utilisent ces outils numériques de suivi pour une raison très simple et qui est un problème majeur, c'est qu'à peine 50% des patients ont effectivement utilisé ces outils numériques. Et la vraie question, c'est comment on fait pour rattraper les autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les résultats vont être extrêmement variables d'un centre à l'autre, en fait. Pour certains centres, ça ne marche absolument pas, dans d'autres centres, ça marche bien. Donc c'est tout le problème de dire que ce n'est pas le tout d'avoir des outils numériques qui ont démontré leur intérêt. Maintenant, le challenge, c'est comment on fait dans la vraie vie pour les utiliser en vrai. Merci beaucoup. Et le Romiplostim, ouais. C'est un peu le GCSF. Alors oui, ça ne marche pas tout à fait de la même façon. En fait, c'est une molécule qui est faite d'un fragment FC et d'une protéine, et ça vient se fixer en fait sur les récepteurs à thrombopoïétine pour les stimuler. Et moins de transfusion ? Moins de transfusion, moins de thrombopénie. Et aujourd'hui, l'AMM en France, elle est pour le purpura thrombopénique idiopathique. C'est la seule AMM aujourd'hui. Et on attend une AMM On espère, parce qu'avec cette étude-là, et puis si l'étude qui est en cours actuellement aux États-Unis est positive, on pourrait espérer avoir une extension d'AMM pour cette molécule, oui, absolument. Peut-être un mot avant de se quitter sur l'étude dans le cancer colorectal, si je ne me trompe pas, en adjuvant sur l'impact de l'activité physique. Oui, c'est une étude évidemment majeure. Vous l'avez lu, New England Journal of Medicine. On sait depuis longtemps que l'activité physique adaptée permet de réduire les toxicités, des traitements, d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer la fatigue. C'est le seul traitement ayant démontré un intérêt. Là, sur des patients, donc là aussi une étude randomisée, prospective, bien faite chez des patients avec un cancer colorectal localisé avec une chimiothérapie adjuvante. Randomisation, activité physique adaptée versus pas d'activité physique adaptée, amélioration de la survie. Donc c'est un résultat, et merci d'attirer l'attention là-dessus, c'est un résultat évidemment majeur. Là, il n'y a plus vraiment, tant est que certains encore doutaient de l'intérêt de l'activité physique pour nos patients. Là maintenant, c'est pareil que pour le suivi numérique. La question, c'est plus de savoir est-ce qu'il faut le faire ou pas, c'est maintenant, il faut y aller vraiment. Donc le sport, amélioration de la survie spécifique du cancer. C'est une étude extrêmement impressionnante. New England Journal of Medicine. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non, alors je vous remercie beaucoup tous les deux et on se retrouve pour la scénologie.